Bonjour et bonsoir mes amis. Ça dépend bien sûr de là où vous êtes pour le moment en regardant cette vidéo bien sûr. Aujourd'hui, on va détailler ensemble un point essentiel, à savoir le conclave. On va voir le fonctionnement et tradition. Le conclave, c'est une élection recueillie, effectuée dans la prière et devant Dieu, en fait de pourvoir le premier siège épiscopal, celui de Rome. Les deux tiers des voix des cardinaux électeurs, les cardinaux de moins de 80 ans, sont recueillis. L'élu, dès son consentement donné, est le nouveau pape de l'Église catholique. Voyons maintenant les règles qui régissent le conclave. Le mot conclave, du latin cum clavis, fermé à clé, fait référence à l'isolement complet des cardinaux électeurs pendant toute la durée de l'élection du pape, isolement recueilli depuis le XIIIe siècle. Ce mot désigne à la fois les opérations de vote et le lieu où elles se déroulent. La constitution apostolique sur la vacance du siège apostolique et l'élection du pontife romain Universi Dominicis Gregis, le pasteur de tous les troupeaux du Seigneur, publié par Jean-Paul II le 22 février en 1996, a apporté quelques modifications au conclave. Son périmètre a été étendu à une partie importante de la cité du Vatican, améliorant ainsi les conditions de vie des cardinaux électeurs autrefois très austères. La maison Sainte-Marthe, aménagée à cet effet à l'intérieur de la cité du Vatican, permet aux cardinaux de se retirer dans une chambre individuelle entre les scrutins qui continuent de se dérouler à huis clos dans la chapelle Sixtine. Jean-Paul II a maintenu la règle du secret absolu. Universi Dominici Gregis prend en compte les avancées technologiques pour garantir l'isolement des cardinaux. Entre autres choses, il est prévu que le caméling fasse vérifier qu'aucun moyen d'espionnage n'ait été dissimulé dans la chapelle Sixtine. Les cardinaux électeurs sont tenus de vivre dans l'isolement le plus complet. Ils ne peuvent pas utiliser le téléphone. Ils y renoncent à toute correspondance écrite. Ils ne peuvent pas lire les journaux, ni regarder la télévision, ni recourir à aucun autre moyen de communication ou d'information. La constitution apostolique confie au caméléon l'inviolabilité du permettre dévolu au conclave. Il est aidé à l'extérieur de se permettre par le substitut de la secrétairerie d'État. Cette collaboration a pour but de prévoir que les cardinaux électeurs ne puissent être approchés par personne, notamment pendant leur déplacement entre la maison Sainte-Marthe et la chapelle Sixtine. Une autre modification apportée par Universi Dominici Gregis concerne le mode de scrutin limité par Jean-Paul II au vote à bulletin secret. La constitution apostolique, par certaines dispositions, s'efforce d'organiser le vote et d'empêcher qu'aucun conclave ne dure excessivement. Voyons maintenant un tout petit peu sur le commencement du conclave. Le collège des cardinaux fixe, lors des congrégations générales,
la date du commencement du conclave. La constitution apostolique Univers Dominici Gregis impose néanmoins que les opérations de vote débutent entre le 15 et le 20e jour après la mort du pape ou l'annonce de la renonciation effective au siège apostolique. À la date fixée pour le commencement du conclave, les cardinaux électeurs célèbrent d'abord dans la matinée une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre. Dans l'après-midi, ils se rendent en procession à la chapelle Sixtine, au chant du Veni Creator. Dans la chapelle Sixtine, ils prêtent serment de respecter les règles fixées par Univers Dominici Gregis, puis un ecclésiastique préalablement choisi adresse aux cardinaux une méditation concernant la responsabilité qui leur incombe. La chapelle Sixtine est alors fermée. Seuls y demeurent les cardinaux électeurs qui peuvent décider de procéder à un premier vote. Pour cette première journée de conclave, un seul scrutin est prévu. Si celui-ci n'aboutit pas d'emblée à l'élection, les 3 jours suivants pourront compter jusqu'à 2 scrutins par demi-journée. Il comprend notamment un serment que prononce chaque votant au moment de déposer son bulletin dans l'urne déposée sur l'autel de la chapelle Sixtine. Je prends à témoin le Christ, Seigneur, qui me jugera, que je donne ma voix à celui que, selon Dieu, je juge devoir être élu. Le camerlingue brûle les bulletins après le décompte. Les relevés des votes sont remis au camerlingue qui les dépose avec le compte rendu de l'élection rédigé par la congrégation particulière dans des archives auxquelles seul le nouveau pape pourra autoriser l'accès. Alors, voyons combien de temps dure un conclave. Si au bout des 4 premiers jours, soit 12, voire 13 scrutins, si les cardinaux ont décidé de voter dès l'après-midi du premier jour, aucun nom n'a recueilli les 2/3 des voix, les opérations de vote sont suspendues pendant une journée consacrée à la prière, aux échanges et à une méditation prononcée par le premier cardinal de l'ordre diaconal. Les opérations de vote reprennent le lendemain pour une série de 7 scrutins maximum répartis sur 2 jours. Cette séquence peut être encore 2 fois répétée. Le premier cardinal prêtre, puis le doyen, conduisent les méditations de 2 journées de réflexion qui seraient ménagées dans le cas où le conclave devrait se prolonger. Les cardinaux peuvent aussi limiter le choix aux 2 noms ayant reçu le plus grand nombre de voix lors du scrutin antérieur. Avec ces dispositions, le conclave ne devrait pas durer plus d'une quinzaine de jours. Les 3 derniers conclaves ont été courts car ils ont duré 2 jours seulement. En 2013, élection du pape François, 2 jours seulement. Et en 2005, élection du pape Benoît XVI, 2 jours aussi seulement. Et en 1978, élection du pape Jean-Paul II, 2 jours pour l'élection de Jean-Paul II en octobre. Et également 2 jours pour celle de Jean-Paul II Ier en août de la même année, des conclaves donc en 1978. Voyons maintenant à propos de l'inauguration du pontificat. La fumée blanche habemus papam, mais pas que. Le doyen actuellement, le cardinal Giovanni Battista Re, sollicite le consentement de l'élu et le nom qu'il souhaitait porter. Si le doyen est lui-même l'élu, c'est le cardinal évêque
ayant le plus d'ancienneté qui sollicite son consentement. L'élu reçoit la charge pontificale dès le moment de son acceptation, à condition qu'il soit déjà évêque. Si tel n'est pas le cas, il serait immédiatement ordonné. Des gestes, des symboles et des événements marquent le début du nouveau pontificat. En premier lieu, le pape revêt les vêtements blancs, couleur héritée du pape Pie V au XVIIe siècle. On informe les fidèles de l'élection en produisant une fumée blanche qui s'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine et en faisant sonner les cloches de la basilique Saint-Pierre. Puis le cardinal protodiacre, le premier des cardinaux dans l'ordre diaconal, actuellement le cardinal Mamberti, annonce le nom de l'élu à la fenêtre de la basilique Saint-Pierre. Le nouveau pape se présente à la foule et donne sa première bénédiction Urbi et Orbi, fameuse bénédiction donnée sur la ville de Rome, bien sûr, et le monde. Qu'on reçoit également le jour de Noël et le jour de Pâques. Dans les semaines qui suivent son élection, il revient au pape de célébrer deux messes solennelles, l'une à la basilique Saint-Pierre, ou plutôt sur la place Saint-Pierre, pour permettre le rassemblement de la foule, et l'autre à la cathédrale de Rome, Saint-Jean du Latran, avec la messe célébrée à la cathédrale de Rome. C'est le nouvel évêque de Rome qui se présente à son diocèse. Son ministère local implique une responsabilité primatiale pour l'Église entière. L'évêque de Rome est le pape de l'Église catholique. La messe célébrée place Saint-Pierre manifeste son ministère universel.